tous. Donc Frédéric Vallat, effectivement, je travaille à Lyon dans le service d'Étienne Javouet en réanimation pédiatrique. Je voulais remercier le comité organisationnel d'avoir proposé au GEF-MUSIPED, le groupe d'études de nutrition francophone en soins intensifs pédiatriques, en tout cas de nous donner la parole autour de cette thématique, comme il vient d'être dit, qui est probablement pas assez prise en compte dans nos services de réanimation pédiatrique. Alors, je vais commencer par un topo un peu généraliste, qui servira d'introduction aux présentations suivantes de mes amis Corinne Jotran et Rolien Jacot, qui rentreront un peu plus dans le concret du sujet. Je vais quand même essayer de vous convaincre que s'intéresser à la nutrition dans nos services de soins intensifs réanimation pédiatrique, ça vaut le coup. Quelques conflits d'intérêts qui finissent par s'annuler les uns les autres. Alors, la première question, sur quoi est-ce qu'on se base quand on fait des recommandations de nutrition dans nos services de réanimation? Alors, c'est toujours pareil, sur tout ce qui a été publié, on est vite déçu quand on fait une littérature un peu exhaustive de la littérature de nutrition en réanimation pédiatrique. Il n'y a quasiment pas ou peu d'evidence-based medicine. Et finalement, la plupart des écrits qu'on trouve dans les textbooks, qu'on trouve dans des précis de nutrition, sont davantage basés sur des recommandations d'experts que sur des articles avec des niveaux de preuves scientifiques élevés. Il y a moyen de se former quand même, et je vous recommande notamment les sessions de LLL de l'ESPEN, avec le raccourci que je vous ai mis sur l'écran. Et finalement, on peut s'intéresser aux recommandations de l'ASPEN, qui sont les seules qui aient été publiées jusqu'à présent. L'ASPEN, c'est quoi? L'ASPEN, c'est l'American Society of Enteral and Parenteral Nutrition. Donc c'est en gros la grande messe nord-américaine de la nutrition, qui a un sous-groupe pédiatrique et qui, dans ce sous-groupe, a un sous-groupe de réanimation pédiatrique. Donc c'est Nilesh Mehta de Boston qui travaille beaucoup cette thématique, qui publie beaucoup, et qui est probablement, avec Koen Houston de Rotterdam, un de ceux qui connaît le mieux cette thématique. Alors, quand on regarde un petit peu ces recommandations, on est un peu déçu. Si vous regardez le niveau de cotation de ce qui est sorti, c'est quand même très faible. On est dans du grade C au mieux, et puis très vite dans le grade D ou dans le grade E. Quand on regarde le détail, en grade C, ce qu'ils ont pu nous proposer, c'est de préférer l'entéral à la parentérale. Ça, c'est pas un scoop. Beaucoup de recommandations sont plutôt des recommandations négatives qui nous disent, voilà, en grade C, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, et ils nous disent plutôt réfléchissez à la physiologie et la physiopathologie, ça vous aidera à guider les apports. Donc c'est pas très concret. Ils nous disent quand même que la calorimétrie est intéressante. Corinne Jotran nous en reparlera après. Et puis ils nous disent que c'est important d'avoir des référents au sein des unités de réanimation pédiatrique, des référents qui s'intéressent à la nutrition et des équipes référentes de nutrition dans laquelle pourraient collaborer des médecins, des diététiciens et des paramédicaux. Quand on regarde maintenant un petit peu les pratiques au sein des différents services de réanimation pédiatrique à travers le monde, de nouveau, on a peu d'infos. Il y a Meta, donc toujours le même, qui nous a fait une enquête intéressante de pratiques au travers de 31 centres, 8 pays, essentiellement des pays anglo-saxons, et la Suisse, Lausanne toujours, une équipe dynamique, qui ont groupé 500 patients, et ils ont regardé en gros ce que faisaient les gens et ce que ça donnait en termes d'outcome. Donc globalement, sur ces centres-là, alors peut-être le premier bémol qu'il faut mentionner, c'est que les centres qui ont participé, c'est quand même des centres qui font partie du réseau de Meta, c'est des centres qui ont un peu la fibre nutrition déjà. Donc il y a un petit biais à prendre en compte dans l'analyse de ces données. 93% des centres ont une diététicienne dédiée. Ça c'est bien, et c'est ce qui est recommandé. En revanche, seulement 32% ont un protocole de mise en route et de progression de la nutrition entérale. Donc c'est très très faible. En gros, ils fonctionnent sur des pratiques, des habitudes, mais pas sur quelque chose d'écrit. Ils font plutôt de l'entéral, 67% en général, donc ça c'est plutôt bien. Quand on s'intéresse, ils ont fait en prospectif une étude pour comparer ce que les patients recevaient par rapport à ce qui avait été prescrit. Et là, on est effrayé. Quand on regarde en termes d'énergie ce qui a été prescrit, ils reçoivent en fait finalement 38% de ce qui a été prescrit dans les premiers jours de réanimation. Pour les protéines, c'est 43%. Et tout ça, c'est lié à des arrêts intempestifs de nutrition, essentiellement. Donc, globalement, on a une meilleure adéquation entre l'administration et la prescription quand on est en parentéral, parce que la parentérale est moins souvent interrompue que l'entérale.
Les prokinétiques sont globalement peu utilisés, vous voyez seulement 16%. Et globalement, la nutrition entérale est initiée relativement tôt, dans 60% des cas, avant H48. Quand on regarde le lien avec le pronostic, ils nous ont montré que l'inadéquation entre l'administration de ce qui est prescrit, donc ils ont montré le lien avec la mortalité. En gros, ça veut dire que ceux qu'on ne nourrit pas ont une mortalité plus importante. Il y a également un lien qui existe entre l'utilisation d'un protocole de nutrition et les infections acquises. Alors, on ne peut pas dire que c'est un facteur de risque. Le lien direct, il est un petit peu flou, mais en tout cas, cette association existe et elle est indépendante de la sévérité et des scores de sévérité à l'admission du patient. Bon, c'était l'introduction. Maintenant, quelle place donner à la nutrition en réanimation pédiatrique ? Finalement, qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à vous convaincre de vous intéresser à cette question ? 4 points essentiellement. Le premier, c'est que la dénutrition est source de morbidité. On va détailler ça. Que la sous-nutrition est source de morbidité, que la surnutrition est source de morbidité, et puis que le syndrome de renutrition inappropriée est même éventuellement source de mortalité. Donc dans l'ordre, la dénutrition. Globalement, sur les unités de réanimation pédiatrique, sur les quelques études, il n'y en a pas beaucoup, mais qui se sont intéressées à la question, on a une prévalence qui fluctue de 17 à 25%. Ça, c'est l'Europe ou l'Amérique du Nord. Au Brésil, ils arrivent à 65%, mais je crois que c'est davantage lié à un réseau de soins différent du nôtre. Seuls les Brésiliens ont réussi à montrer clairement un lien entre dénutrition et pronostic sur la durée de ventilation. C'est l'équipe de Sao Paulo, de Souza, c'est l'équipe de l'EIT en fait, qui a montré ça. C'est beaucoup moins clair sur les autres centres, et notamment parce que la plupart ont été faits dans des centres très motivés par la nutrition, je crois. Pourtant, cette association, elle existe, elle est confirmée en pédiatrie, chez l'enfant en santé, chez l'enfant malade mais non sévèrement malade. La dénutrition est source de morbidité et elle est bien connue pour ralentir la cicatrisation, pour prolonger la réhabilitation, pour induire une immunodépression relative et donc favoriser l'infection acquise. On manque d'études pour la réanimation pédiatrique et je crois que ce serait vraiment intéressant de développer cette thématique pour motiver l'intérêt autour de la nutrition et de la dénutrition. La sous-nutrition. Alors, sous-nutrition, ce qu'on entend par sous-nutrition, c'est le fait de ne pas apporter assez en cours de séjour. Alors, je vous ai rapporté l'étude de Meta tout à l'heure. Donc, vous voyez le petit p à 0,02 avec une association entre l'inadéquation entre ce qui est délivré aux patients et ce qui était prescrit et la mortalité. C'est la mortalité cette fois-ci, ce n'est pas juste de la morbidité, c'est quelque chose d'important. Donc, ne pas nourrir les patients induit une mortalité. Et puis, j'aime bien ce diagramme que j'ai repris d'une publication de Jacques Cotin de Lausanne dans Réanimation, qui montre un petit peu la fatalité de nos problématiques sur les premiers jours de réanimation. Il est difficile d'apporter ce qu'on aimerait apporter dans les premiers jours de réanimation. Pour comprendre le diagramme, cette ligne rouge, c'est l'objectif théorique qu'on se fixe. Les barres graphes bleues, c'est finalement ce qu'on arrive à délivrer en termes de calories. Donc vous voyez, toute cette zone jaune ici correspond au déficit calorique quotidien, donc c'est jour après jour. Et les points noirs, c'est le déficit cumulé. Vous voyez qu'on a un déficit cumulé qui est maximal à J6, qui finit par être conséquent, et qu'on finit par rattraper, mais longtemps après. Cette étude, elle a été faite, donc je vous disais, à Lausanne, dans une équipe où la prise en charge nutritionnelle est optimalisée. Donc malgré ça, on a du mal. Donc, imaginez ce que ça peut donner dans des centres peu familiarisés ou peu sensibilisés à la nutrition. On arrive très très vite à de la sous-nutrition. De l'autre côté, la surnutrition est délétère. Ça, c'est prouvé. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'overfeeding. Et l'overfeeding, c'est quoi? C'est l'ensemble des manifestations clinico-biologiques associées à un apport en hydrates de carbone et en lipides excessifs. Ça induit une augmentation de la charge oxydante, ça induit une augmentation de l'inflammation. Et ce qui a été montré, c'est que ça diffère l'extubation, parce que les critères d'extubabilité ne sont pas atteints, par augmentation de la VCO2, artificielle, de toute façon complètement indépendante de la fonction respiratoire elle-même, uniquement par synthèse métabolique de CO2.
ça induit éventuellement donc je vous disais l'hypercapnie, une acidose, et parfois des désordres hépatiques ou lipidiques. Enfin, le syndrome de renutrition inappropriée. Je pense que les pédiatres connaissent bien cette thématique, qui correspond donc cette fois-ci à toutes les manifestations clinico-biologiques associées à la reprise d'une alimentation chez un patient dénutri, chez un patient à jeun depuis un certain temps, et qui se manifeste essentiellement par des hypophosphorémies majeures, des hypocalémies, des hypomagnésémies et des déficits vitaminiques essentiellement sur le groupe B. Ça, c'est potentiellement létal. Il faut s'en méfier. Il faut savoir dépister ces situations-là, les anticiper et les traiter le cas échéant. Et pour ça, de nouveau, je crois qu'on a besoin de protocoles au sein des services de réanimation pédiatrique pour ne plus courir derrière. Alors, l'évaluation nutritionnelle, on va revenir un petit peu à des choses concrètes. Je vous disais 15 à 25% de dénutris. Il faut savoir les dépister parce que si on veut pouvoir proposer une prise en charge individualisée à ces patients, faire la prévention de ce syndrome de renutrition inappropriée, il faut savoir les dépister. En cours de séjour, l'incidence de la dénutrition acquise est importante aussi. C'est globalement 10%. 10% de nos patients, tout patient confondu, perdent du poids en cours de séjour. Si on s'intéresse aux patients qui restent plus de 5 jours, c'est 35% des patients qui se dénutrissent. Donc ça, c'est des données personnelles que je vais publier bientôt. Un poster demain qui est présenté si ça vous intéresse. Ce qui est rassurant, c'est que quand même globalement, chez ces dénutris acquis, 92% auront récupéré 3 mois après leur sortie de réanimation. Donc ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent bien. Et ceux qui n'ont pas récupéré globalement étaient des patients qui n'avaient pas de soutien nutritionnel. L'évaluation nutritionnelle, comment on fait ? Alors, ce qui est recommandé dans les situations de réanimation, c'est de laisser de côté tout de suite tout ce qui est biologie ou paraclinique haute parce que ce n'est pas adéquat. La biologie, l'albuminémie, tous ces dosages-là, c'est fait sur la base de concentration. Très vite, l'inflation hydrique nous empêche de les interpréter correctement. L'inflammation nous empêche d'interpréter les protidémies de façon adéquate. Donc, je ne crois pas que ce soit d'un intérêt important de regarder la biologie. L'impédance-métrie, pareil, est biaisée par les désordres hydriques et puis tout ce qui est absorptiométrie, scanographie, etc. C'est évidemment pas adapté à nos problématiques de réanimation. Donc finalement, on se reporte sur quelque chose qui est pas mal, c'est l'anthropométrie. Donc c'est la mesure simple du poids, de la taille, éventuellement du périmètre crânien, du périmètre brachial, qui nous permettront le calcul d'index de dénutrition. Donc aujourd'hui, ce qui revient en première ligne, c'est l'IMC. Il faut revenir aux choses simples. La seule chose, c'est que l'IMC, vous savez qu'en pédiatrie, ça ne s'interprète pas sur une valeur absolue, ça s'interprète sur les courbes de croissance et sur les Z-scores. Il n'y a pas une valeur d'IMC donnée pour chaque âge, il faut regarder les variables normales pour l'âge. Alors, c'est bien gentil, mais ce n'est pas simple non plus de mesurer le poids, de mesurer la taille. Pour le poids, on a ce problème de l'inflation hydrique qu'il va falloir critiquer, qu'il va falloir mettre en balance dans l'interprétation du poids. Et puis il y a aussi le problème de matériel. On a besoin, et je crois que les services doivent s'équiper aujourd'hui de systèmes de pesée adaptés au gabarit, donc des couveuses avec système de pesée intégré, des tables chauffantes avec des systèmes de pesée intégrés, des lits avec des systèmes de pesée intégrés. Je crois que c'est pas farfelu. Pour ce qui est de la taille, en pédiatrie, on ne peut pas se contenter de ce qui est marqué sur la carte d'identité, donc il faut mesurer les enfants, ou alors se reporter aux courbes de croissance, qui sont en général bien renseignés dans les carnets de santé français. Pour ceux pour lesquels on n'aurait pas de taille évidente, mesurer un patient alité, c'est compliqué. Mesurer un patient rétracté, c'est compliqué. Mesurer un patient déformé, scoliotique, c'est compliqué. Donc finalement, dans la littérature que j'ai relue, ce qui me semblait le plus pertinent, c'était les mesures d'extrapolation de l'ULNA, donc, que Gold a publié en 2003-2004. Je vous ai mis ici l'exemple, on ne va pas s'attarder dessus, les formules sont compliquées, mais pas si compliquées que ça si on les automatise. La technique est simple d'apprentissage pour les paramédicaux et a une bonne reproductibilité. Donc on arrive à avoir une bonne estimation de la taille, une estimation du poids correcte, et avec ça un calcul de l'IMC adapté. Donc, la première conclusion là, sur ces données de littérature, c'est qu'on n'a pas grand-chose, que quand même, même si on n'a pas d'evidence-based medicine,
c'est intéressant d'écouter les experts c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Retenez que la surnutrition comme la sous-nutrition sont source de morbidité et mes collègues vous présenteront en pratique comment est-ce qu'on détermine les apports nutritionnels. N'oubliez pas que l'enfant n'est pas un petit adulte, que l'enfant sévèrement agressé n'est pas un enfant sain et que du coup on ne peut pas extrapoler et on ne peut pas utiliser les recommandations ni adultes ni les recommandations pédiatriques de l'enfant sain en réanimation pédiatrique. On a des progrès à faire et des études à conduire. Donc on a pour ça créé ce groupe, le GEF-NUSIPEN. Donc c'est le groupe d'études francophones de nutrition en soins intensifs pédiatriques. C'est un groupe qu'on a créé en 2012 qui est aujourd'hui affilié au GFRUP et qui est l'interlocuteur privilégié de la SFNEP et de l'ESMIC. La SFNEP, c'est la Société francophone de nutrition entérale et parentérale. C'est la grande messe francophone de nutrition. Donc ce groupe, il réunit des diététiciens et des pédiatres qui tous ont un pied dans la réanimation pédiatrique. Donc aujourd'hui, c'est 3 pays, c'est la Suisse, la Belgique et la France, avec Lausanne, Bruxelles, Liège, et pour la France, Paris-Necker, Nantes, Montpellier et Lyon. Ce groupe est ouvert. Si d'autres personnes souhaitent le rejoindre, ils sont bien évidemment les bienvenus. Les objectifs qu'on s'est fixés, c'est un petit peu répondre à tout ce que je vous ai dit avant. C'est un premier objectif. L'objectif général, c'est la promotion de la nutrition en réanimation pédiatrique. Au travers de projets de recherche, sur tous les domaines qui nous semblent intéressants. On a commencé des études d'évaluation nutritionnelle. On a comme projet de travailler sur l'immunonutrition et sur les apports protéiques. On travaille en lien avec la SRLF à la rédaction de référentiels. Et puis on essaye de travailler à l'éducation et à la communication. Donc on a été invité aux Journées francophones de nutrition en décembre à Bordeaux pour parler de nutrition en réanimation pédiatrique. Ça, c'était une phase de sensibilisation des nutritionnistes pédiatres. Et puis, on est très content de pouvoir parler donc aujourd'hui, sur cette session validante DBC, un public de soins intensifs réanimation pédiatrique. On essaie de développer aussi des partenariats industriels parce qu'on a besoin des industriels pour développer des solutions adaptées à nos problématiques. Aujourd'hui, on n'a pas de solution entérale adaptée à nos besoins. On n'a pas de solution parentérale idéale pour répondre à nos besoins de réanimation pédiatrique. Et donc ce partenariat est intéressant pour faire progresser ces possibilités. Pour ce qui est de la calorimétrie, Corinne Jotron vous en parlera également, mais on est aujourd'hui un petit peu en manque de matériel adapté. Et je crois que c'est un partenariat qu'il faut qu'on développe également avec les industriels pour qu'ils nous proposent un matériel adéquat. Un dernier mot pour vous parler justement de l'étude qu'on débute très prochainement en février en France, Nutri-Réapen, qui a pour objectif de décrire la prévalence de la dénutrition en France, dans les services de réanimation pédiatrique, et comme objectif secondaire de décrire les pratiques des différents centres. C'est une étude observationnelle qui se basera essentiellement sur l'IMC, je vous en parlais, comme critère de jugement principal. On a prévu de faire 3 semaines d'inclusion sur 3 périodes différentes, février, juin et octobre, pour lisser un peu les variations saisonnières de recrutement. Et donc sur des facteurs étudiés très simples, faire une photographie de l'état nutritionnel de nos patients et puis de nos pratiques. Ça nous aidera à guider un petit peu nos missions futures au sein du groupe et à sensibiliser aussi déjà une première fois les différents services. Les différents centres de réanimation française ont reçu une invitation à participer à l'étude. Donc je réitère cette invitation-là. N'hésitez pas à venir nous voir, Aurélien Jacot ou moi, pour en discuter de vive voix. Nous avons réussi à trouver un financement pour cette étude qui, j'espère, nous permettra d'atteindre l'exhaustivité la plus élevée possible. Mais le financement n'est pas énorme. On fait appel aussi à votre collaboration et à votre motivation. Je voulais remercier tous les membres du GEF-NUSIPEN pour leur aide. Je voulais remercier le GFRUP de nous avoir accueillis comme groupe référent de nutrition. Et puis, au niveau local, à Lyon, toutes les personnes qui s'impliquent dans notre comité transversal de nutrition et réanimation pédiatrique, notamment ma diététicienne dédiée, Carole Forchessel, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui,
Et puis voilà, nos soutiens, nos consultants externes, Rosenmeyer de Londres et Kuhn Winston de Rotterdam. Je vous remercie.